Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Atim Tangana. Nous vous rejoignons depuis la Namibie, la terre des braves. Je suis en compagnie de l'une des femmes les plus braves du continent. Elle est l'une des 2 femmes africaines présidentes. Je veux nommer la présidente Netumbo Nandine Ndaitwah. Excellence, merci beaucoup de nous rejoindre sur RT. Merci beaucoup de m'avoir offert cette possibilité de vous rencontrer. C'est un vrai plaisir. On vous pose sans doute beaucoup de questions sur le fait que vous soyez l'une des 2 femmes présidentes sur notre continent. Mais je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps avec ce sujet, Madame la Présidente. Parlons plutôt de géopolitique. Vous avez certainement constaté beaucoup de turbulences dans ce domaine. J'aimerais connaître votre avis. Quelle est, selon vous, la place de la Namibie au milieu de tous ces changements dans l'ordre mondial? Tout d'abord, la Namibie fait partie du village planétaire. Nous faisons partie de la communauté internationale et nous devons certainement y trouver une place car nous appartenons à ce système. Il est bien sûr regrettable qu'à notre époque, le multilatéralisme soit menacé. En Namibie, nous sommes très attachés au multilatéralisme, croyant qu'il est porteur de solidarité, et c'est grâce à la solidarité que nous sommes ici. Mais je dois dire très clairement que la Namibie ne prend pas parti sur la scène internationale pour le simple plaisir d'en prendre un. Lorsque nous prenons parti pour la paix, nous prenons parti pour la justice, nous prenons parti pour l'intégrité, nous prenons parti pour les véritables partenariats qui seront avantageux pour le monde en général et pour la Namibie en particulier. C'est cette position que nous voulons occuper dans les systèmes politiques et économiques mondiaux. Vous avez récemment assisté au sommet 2025 des mouvements de libération en Afrique du Sud, lors duquel vous avez fait plusieurs déclarations sur la nécessité pour les pays africains de s'unir. J'aimerais citer vos propos. Des forces étrangères lancent des appels néfastes à un changement de régime. Pourriez-vous préciser ce que vous vouliez dire? Bien sûr. J'ai parlé de la Namibie comme d'un bénéficiaire du multilatéralisme. J'ai parlé de la Namibie qui se trouve là où elle est grâce à la solidarité internationale. Cela me ramène à l'histoire de notre lutte de libération. Alors que nous luttions contre le plus raciste des régimes coloniaux, le régime colonial d'apartheid d'Afrique du Sud, certains sympathisaient avec le régime qui nous oppressait. Lorsque nous avons finalement accédé à l'indépendance, certains en ont été mécontents et ont cherché le moyen de nous influencer et de nous dicter la manière dont nous devions gérer nos pays, notamment ceux d'entre nous qui avaient lutté pour l'indépendance. Nous observons actuellement une tendance qui vise les anciens mouvements de libération, en particulier en Afrique australe. À l'époque de la lutte, les pays du sud de l'Afrique qui ont accédé à l'indépendance avant nous travaillaient en équipe. Ils avaient organisé un groupe, les Frontline States, ou États de la ligne de front. Le Nigeria les a aussi rejoints. Après l'indépendance, ce groupe n'a pas disparu.
Aujourd'hui, il s'agit d'une organisation très puissante qui s'occupe désormais de l'intégration économique, la CEDEAO. Cependant, il y a une véritable attaque qui est lancée contre l'ancien mouvement de libération et contre ceux qui le soutenaient. On le constate dans les pays voisins. Cela concerne le MPLA en Angola, l'Union nationale africaine du Zimbabwe, le Congrès national africain en Afrique du Sud, le Front de libération du Mozambique, ainsi que le parti SWAPO en Namibie. Ils sont une épine dans le pied de ceux qui ne veulent pas que nous gardions mémoire de notre histoire, ni que nous travaillions dans l'intérêt de nos propres peuples. Nous constatons de temps en temps des traces d'ingérence. Quant à nos élections de l'année dernière, je n'ai jamais vu de scrutin suscitant un tel intérêt chez les médias, y compris les médias internationaux. L'un d'entre eux a même eu l'audace de déclarer que si Netumbo gagne en Namibie, ce sera dangereux à cause de son esprit de libération. Parlez-vous des médias occidentaux? Un média a affirmé que j'avais l'esprit de libération et que si je gagnais, ce ne serait pas bon. J'ai contre-attaqué, bien sûr. J'ai dit que les Namibiens voulaient être indépendants et pour cette raison, je devais être la bonne candidate. Parce que je me suis battue pour l'indépendance de ce pays, pour son indépendance politique. Et ce que j'aimerais obtenir aujourd'hui, c'est l'indépendance économique de la Namibie. Voilà le contexte dans lequel j'ai fait la déclaration que vous avez citée. Au sujet du colonialisme, il a laissé des cicatrices profondes sur le continent africain, affectant aussi le processus de la réappropriation de son identité. Plusieurs États africains ont montré aux pays occidentaux la porte de sortie, les ont mis dehors, si vous voulez, s'agissant de la présence militaire étrangère. Que pensez-vous de cette tendance, Madame la Présidente? Voyez-vous, chaque pays doit pouvoir évaluer sa propre situation et décider de la stratégie qu'il peut adopter pour les démarches qu'il entreprendra afin de faire avancer son pays. Parce qu'en ce qui concerne les engagements pris, l'alliance qui existe, ils ont trouvé qu'elle ne répondait plus à ces objectifs. Quand on a un objectif, quand on a une vision, et quand on réalise que rester là où l'on est ne nous permettra pas d'accomplir notre mission, ne correspond plus à notre vision, on doit prendre une décision stratégique. Et toutes les décisions seront basées sur une situation spécifique. C'est donc pourquoi certains de ces pays doivent aller dans ce sens. Je crois qu'ils ont fait la bonne analyse et que c'est la bonne voie à suivre pour eux. Parce qu'on ne peut pas rester dans la même position si l'on obtient les mêmes résultats, surtout quand il s'agit du développement de son pays. Cette année, la Namibie a commémoré pour la première fois le génocide de l'ère coloniale allemande. Cependant, Berlin n'a toujours pas offert de réparation officielle. J'aimerais savoir si vous, Madame la Présidente, vous en êtes satisfaite ou si peut-être la Namibie a ses exigences. Il y a quelque temps, une motion a été présentée au Parlement, qu'il a ensuite adoptée,
demandant d'instituer dans notre pays un jour de commémoration des Namibiens tués dans ce génocide. La motion a été renvoyée au gouvernement pour qu'il étudie l'histoire et pour qu'il détermine la date à laquelle nous pourrions nous unir en tant que nation pour nous souvenir des Namibiens victimes de ce génocide. Le gouvernement a renvoyé à son tour la motion au Parlement en disant que c'était lui qui représentait le peuple et donc que c'était à lui de travailler sur la question pour donner une recommandation au gouvernement. Finalement, le Parlement a conclu qu'un consensus avait été atteint afin que le 28 mai soit le jour où nous faisons mémoire des Namibiens morts pendant ce génocide. Cette année, nous les avons commémorés spécialement pour la première fois. Nous ne célébrons pas le génocide. Nous commémorons nos compatriotes victimes du génocide. Merci, Madame la Présidente. La Namibie a toujours été un fervent défenseur du peuple palestinien, aujourd'hui victime d'un véritable génocide. Lorsque vous avez appris la nouvelle de l'accord de cessez-le-feu, quelle a été votre première réaction et pensez-vous que cet accord puisse vraiment tenir dans la durée ? Nous avons toujours été du côté du peuple palestinien. Nous l'avons toujours soutenu et nous continuerons à le faire. Depuis l'attaque d'Israël contre Gaza, nous avons pris position avec fermeté au point de nous être joints à l'Afrique du Sud lorsqu'elle a porté cette affaire devant la Cour. Aujourd'hui, même les Nations Unies ont enfin reconnu que ce qui se passe à Gaza relève bien d'un génocide, ce qui est extrêmement triste. Au XXIe siècle, personne ne s'attendait vraiment à voir un tel drame se reproduire. Nous devons toujours encourager le règlement des différends internationaux par la négociation. Au moins, nous ressentons un certain soulagement. Des discussions ont été engagées. Nous espérons sincèrement qu'elles aboutiront à un accord capable de protéger le peuple palestinien. Nous croyons en la solution à 2 États, seule voie possible pour mettre un terme au conflit entre la Palestine et Israël. Sinon, cela risque de se répéter et c'est ce que nous voulons éviter. Nous gardons donc espoir, car c'est ce que nous avons toujours appelé de nos vœux. Pensez-vous que les responsables de ce génocide auront un jour à rendre des comptes ? J'espère que la communauté internationale en aura la force. En effet, pour que quelqu'un soit reconnu responsable d'un crime de cette nature, en ce siècle-ci, il faut vraiment que la communauté internationale s'unisse, qu'elle se mette d'accord et prenne les mesures appropriées conformément aux conventions et aux normes internationales. Passons maintenant aux États-Unis. Le président américain a secoué le monde entier avec ce que certains qualifient de guerre commerciale. La Namibie n'est pas épargnée par ses droits de douane généralisés. Selon vous, comment le pays devrait-il y faire face? Ou, en d'autres termes, avez-vous un plan pour surmonter l'impact de ces tarifs? C'est une période difficile. C'est arrivé de façon inattendue. Mais les temps difficiles nous obligent aussi à réfléchir différemment, à sortir des sentiers battus, surtout nous, dans le Sud, qui en subissons les effets.
Cela dit, cela arrive au bon moment, car l'Afrique vient d'adopter la zone de libre-échange continentale africaine qui encourage les échanges entre Africains. Nous avons donc là une véritable opportunité. Il est temps pour nous de réfléchir ensemble et de voir comment nous pourrions surmonter les défis économiques auxquels nous faisons face aujourd'hui. Cela obligera peut-être à prendre un peu de recul, mais c'est aussi une bonne chose. Cela nous force à rebondir. On ne sait jamais quelle sera la prochaine étape, ni comment elle nous affectera. C'est pourquoi je dis qu'il est essentiel pour l'Afrique de tirer les leçons de la situation actuelle. Aujourd'hui, les règles du commerce international semblent avoir perdu toute valeur. Nous devons donc, en tant qu'Africains, renforcer nos propres mécanismes et identifier nos véritables partenaires, ceux avec lesquels nous pouvons travailler. À propos des véritables partenaires avec lesquels vous pouvez coopérer, la Russie et la Namibie ont récemment renforcé leurs relations, notamment dans les domaines économiques et énergétiques. Madame la Présidente, selon vous, comment ces relations bilatérales pourraient-elles être encore approfondies? Oui, la Russie et la Namibie, le peuple russe et le peuple namibien, ont une longue histoire en commun. Une histoire qui est fondée sur un véritable partenariat, qui est enraciné dans la solidarité, qui est marqué par un engagement que nul n'aurait pu imaginer. Un engagement scellé par le sang versé, je peux le dire. Lorsque nous combattions dans les jungles d'Angola, les Russes, l'Union soviétique, étaient à nos côtés. Quand nous avions besoin de soutien pour affronter la plus puissante armée du continent africain de l'époque, l'armée de l'apartheid sud-africaine, la Russie était là. Elle est venue à notre secours. Et même après l'indépendance, nous avons poursuivi cette coopération et nous la poursuivrons encore. Nous avons collaboré sur le plan politique. Vous vous souvenez des négociations qui ont conduit à l'indépendance de la Namibie? La Russie, l'Union soviétique, a été l'un des rares pays à vraiment nous soutenir. Les Russes nous mettaient même en garde dans notre dialogue avec l'Occident, car lorsque celui-ci a fini par comprendre que nous approchions du point de non-retour, c'est à ce moment-là qu'il est intervenu. Puis est venue la résolution 435 avec toutes ses suites. Mais nous sommes restés aux côtés de l'Union soviétique. Aujourd'hui, nous menons une guerre économique. Et la confiance qui nous unissait pendant la lutte politique est la même que celle qui nous unit aujourd'hui dans cette guerre économique à laquelle nous sommes confrontés. Nous continuerons à renforcer la coopération entre la Namibie et la Russie dans de nombreux secteurs de l'économie. La Namibie est riche en ressources minérales. La Russie possède la technologie. Nous parlons d'industrialisation, ce qui exige avant tout de l'énergie. Nous avons les ressources, mais nous avons besoin de la technologie. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers des pays amis avec lesquels nous pouvons mettre à profit nos ressources pour développer notre pays. Vous avez mentionné que vous aviez étudié en Russie pendant 1 an, Madame la Présidente. Ce séjour a-t-il eu un impact sur vous? Et si oui, à quel niveau? Absolument.
En fait, l'année que j'ai passée à l'école supérieure du Komsomol de Lénine, car c'est là que j'ai fait mes études, c'est ce qui a façonné ma compréhension du peuple russe. Avant même d'y aller, j'avais déjà beaucoup lu sur l'Union soviétique. J'avais rencontré des Russes qui aidaient la SWAPO en tant que mouvement de libération. Une fois, c'était, si je me souviens bien, en 1974, j'ai pris le plus long vol de ma vie, de Dar es Salaam à Moscou, où j'allais participer à une réunion intitulée « La conférence des jeunes femmes ». Mes études à Moscou ont donc renforcé le lien que j'avais déjà tissé avec le peuple russe, grâce au soutien qu'il nous apportait et grâce à ce que je lisais. Cela m'a beaucoup aidé. C'est aussi pour cette raison que j'ai voulu apprendre quelques mots de russe qui, malheureusement, m'échappent maintenant. Ce n'est pas grave. Récemment, on a assisté à de nombreuses discussions, notamment au sein des BRICS, où l'on a évoqué le souhait de l'Afrique d'obtenir un siège permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. J'aimerais vous demander, Madame la Présidente, en ce qui concerne les pays africains, à votre avis, quel pays représenterait le mieux l'Afrique au Conseil de sécurité? Vous savez, nous en sommes encore seulement au stade de la prise de décision de principe. Je dirais que les discussions sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU n'en sont qu'à leur début, même si elles sont en cours depuis plus de 10 ans. Parvenir à une décision unanime, c'est une des difficultés de ces négociations. Il faut une décision unanime, en particulier au sein du Conseil de sécurité. En effet, réformer le Conseil de sécurité de l'ONU signifie littéralement amender la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies est très claire. Tout amendement à la Charte nécessite l'accord des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Pourquoi nous demander à ce stade qui représentera l'Afrique alors que cette idée même n'a pas encore été approuvée? D'abord, on doit nous dire oui, nous sommes d'accord, nous allons réformer le Conseil de sécurité. Oui, il y aura un siège permanent avec droit de veto et ce siège sera accordé à l'Afrique. À ce moment-là seulement, on pourra demander à l'Afrique comment elle prévoit de combler ce poste et comment elle compte l'utiliser. Ce sera pour nous le moment d'intervenir. Nous ne voulons pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les choses sont toujours bloquées à la base. Mais une fois la décision prise, on apprendra alors comment l'Afrique profitera de ce siège permanent. Notre chaîne RT a étendu sa portée de diffusion. RT a même lancé une campagne de coopération éducative dans la région que les médias occidentaux ont qualifiée de propagande. J'aimerais connaître votre opinion à ce sujet, Madame la Présidente. Vous savez, chaque fois que vous faites quelque chose dont les autres ont peur, vous êtes étiqueté. Aujourd'hui, vous me parlez et vous m'appelez Madame la Présidente. Autrefois, on me traitait de terroriste.
parce que c'est ainsi que j'étais perçue par ceux qui ne voulaient pas de ce que je faisais, car ce que je faisais était juste. Je luttais pour l'indépendance de la Namibie, donc pour eux, j'étais une terroriste. N'ayez pas peur, les gens savent où est la vérité. On peut toujours vous étiqueter pour vous discréditer et vous décourager, mais l'essentiel est de savoir que ce que vous faites est juste. Si vous gardez le cap, alors vous réussirez. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui et vous m'appelez Madame la Présidente et non pas terroriste. En effet, Madame la Présidente, vous évoquez un sujet très important en disant qu'à une époque, on vous a qualifié de terroriste. La même chose s'est produite en Afrique du Sud où Nelson Mandela a été étiqueté. Au début de cette interview, Madame la Présidente, vous avez mentionné que les anciens mouvements de libération sont pris pour cible. Qui les prend pour cible? Ceux qui n'aiment pas ce que nous faisons. Est-ce l'Occident, Madame la Présidente? Ceux qui ne sont pas contents, ils sont très très mal à l'aise. On les voit faire toutes sortes de choses étranges. Cette année, RT fête ses 20 ans. Ce n'est pas rien si l'on tient compte du fait que la chaîne ne peut pas diffuser ses contenus dans certains pays. En Afrique du Sud, par exemple. Mais au cours des 20 dernières années, le monde a beaucoup changé. À votre avis, quel rôle RT, en tant que chaîne russe, a-t-elle joué au cours de ces 20 années? RT a vraiment joué un rôle. Car pour certains d'entre nous, cette chaîne faisait partie du bouquet DSTV, puis, à un moment donné, elle a disparu. Nous nous demandions tous ce qui se passait, car c'est par elle que l'on pouvait obtenir des informations équilibrées. Les médias occidentaux, je dois vous le dire, ont leur propre manière d'équilibrer les choses. Ils ont leur propre message qu'ils veulent faire passer. C'est pourquoi Russia Today a dû intervenir afin d'équilibrer les informations que le monde reçoit. Nous avons besoin de cet équilibre. On ne peut pas se contenter d'obtenir des informations d'une seule source. Il faut obtenir des informations de différentes sources afin de pouvoir lire entre les lignes et savoir ce qui se passe dans le monde. Sur ce, Madame la Présidente, auriez-vous la gentillesse de souhaiter à RT un joyeux anniversaire après ces 20 années écoulées? Je souhaite sincèrement un joyeux anniversaire à RT. Je dois dire, surtout ici en Namibie, vous savez, pendant un certain temps, j'ai été ministre des Relations internationales et de la coopération. Les gens me demandaient, que s'est-il passé? Nous voulons écouter RT. Maintenant, les gens fêtent son retour, les gens sont heureux. Nous voulons ces informations. Alors, joyeux anniversaire. Continuez à diffuser des informations qui éclairent notre peuple. Nous avons commencé par la géopolitique et vu la situation géopolitique actuelle, nous finirons dans une situation de survie du plus apte. Mais des pays comme le nôtre, aussi petits soient-ils, nous voulons vraiment être informés. Et RT est une chaîne qui peut nous fournir des informations qui nous donneront des forces et nous permettront de développer les bonnes stratégies pour survivre dans ce monde plein de tensions, de conflits et de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais nous ne perdons pas espoir. Nous voyons cela comme une vague qui passera. Et nous construirons l'avenir sur ces bases pour que les générations futures puissent apprécier la génération actuelle et non la blâmer si nous ne faisons pas les choses correctement.